Chaque cinéaste dispose d'un thème qui lui tient à cœur dans sa filmographie. C'est-à-dire, quand on regarde un peu des cinéastes et tout, quand tu regardes leur filmographie, il y a toujours un thème qui revient un peu dans la plupart des films qu'ils font. C'est-à-dire que les films sont peut-être différents, mais il y a un thème sous-jacent qui revient généralement dans la plupart de leur filmographie en général. Et par exemple, quand tu vois par exemple Aronofsky, sa thématique généralement c'est l'obsession. Par exemple, quand tu regardes le film Pi, quand tu regardes le film, comment ça s'appelle, Requiem for a Dream, quand tu regardes Fontaine, etc., etc., il y a toujours un truc sur l'obsession. Par exemple, Fontaine, c'est l'obsession du personnage de Hugh Jackman qui n'arrive pas à accepter la mort de sa femme. Requiem for a Dream, c'est l'obsession un peu sur les addictions, les trois personnages là, le rôle de Jennifer Connelly, Marlon Wayans et comment il s'appelle encore l'autre gars là, j'ai oublié, Jared Leto. Et puis son premier film un peu là, c'est quelqu'un qui est obsédé par le chiffre pi. Le Shyamalan, c'est la foi. Il y a toujours quelque chose, les personnages sont toujours soit en quête de foi, soit en quête de reconquérir leur foi. Reconquérir leur foi. Ou bien ils disposent d'une foi qui ne peut pas les échapper, qui ne peut pas. Par exemple, le premier film de Shyamalan, c'était Praying with the Anger. Déjà, vous voyez le titre, Praying with the Anger, qui était un peu presque autobiographique sur son retour en Inde, quelque chose comme ça d'un jeune gars qui retourne en Inde un peu alors qu'il a grandi, un jeune Indien qui retourne en Inde alors qu'il a grandi en Angleterre. Il y avait Wide Awake qui était aussi quelque chose un peu presque même chrétien. Il y avait Sixième Sens, Unbreakable, tous ces films reposent sur ça. Pour Damien Chazelle, en général, par exemple, le gars qui avait fait La La Land, White Plash, ou encore cet autre film de Ryan Gosling, là. Je sais plus comment c'était, Neil Armstrong, je pense. Oui, c'est le truc sur Neil Armstrong. C'est généralement sur la quête de l'excellence. En général, c'est des personnages qui sont en quête de l'excellence. Ceux de Pursuit of Greatness. Donc, quand vous regardez les réalisateurs, il y a toujours un thème là. Et ce n'est pas différent pour Ryan Coogler, par exemple. Ryan Coogler, il a aussi un thème particulier. Et généralement, ça me dérange un peu quand les gens le comparent à Spike Lee et John Singleton parce que c'est pas du tout, du tout, du tout. Il est pas du tout comme ces gars-là. C'est-à-dire que on dit souvent c'est le nouveau Spike Lee, c'est le nouveau John Singleton. Non, on le dit parce qu'on le voit noir et on pense que non, c'est pas du tout les mêmes types de réalisateurs. Ils n'ont pas les mêmes thèmes. Spike Lee et John Singleton, généralement, sont beaucoup plus portés sur un regard social sur la communauté afro-américaine. Quand tu regardes le film Do the Right Thing, même par exemple, même un truc un peu comme, comment ça s'appelle encore là? Bamboozle ou tous les films de Spike Lee, c'est ça. John Singleton, pareil, là, comment ça s'appelle encore? Boy in the Hood, là où Boy in the Hood qui est un peu je dirais, très inspiré de Stand By Me. Comment s'appelle l'autre film encore là? De John Singleton, là. Là, un autre film là. Avec Tupac là, dommage. Poetic Justice, il y a toujours ce rapport là sur regard un peu sur la communauté afro-américaine de leur temps. Ryan Coogler, c'est différent. Ryan Coogler, tous ses films parlent de l'impact ou l'absence de l'affiliation paternelle et les conséquences sur ses protagonistes. Il y a toujours ce rapport sur l'affiliation paternelle ou l'absence de l'affiliation paternelle. Et c'est les conséquences que ça a sur sur ces protagonistes-là, sur la plupart de ces personnages principaux. Et quand tu regardes même la plupart de ces interviews, tu comprends pourquoi ce thème lui tient à cœur, parce que il avait une relation excessivement fusionnelle avec son père. Vous entendez dans cette interview-ci, vous entendez dans cette interview-là, vous entendez dans cette interview-là. Il a toujours une relation très fusionnelle avec son père. Et quand tu observes sa filmographie, tu peux le revoir tout le temps. Ah, comme bientôt là, je pense que dans quelques jours, il y a un peu la sortie de Sinners, qui est le dernier film qui va sortir, qui est un film un peu d'horreur et tout. Et je vois déjà un peu, je me dis même Sinners, ça va encore rappeler les pays. Est-ce que c'est pas Sin Our Father? Je sais pas un peu. Je sais pas un peu, je sens que ça va encore parler encore de ça, même si on voit, comment il s'appelle là? Michael B. Jordan jouer un peu un double rôle de jumeau, je ne sais pas et tout.
Là, j'avais un peu envie de faire un peu un récapitulatif un peu sur sa carrière. C'est quelqu'un qui est un fabuleux auteur de sa carrière et tout, à partir la plupart des films qu'il a fait. Quand tu regardes Fruitvale Station, on commence avec son premier Fruitvale Station. Ce qui est le plus important dans Fruitvale Station, au-delà que ça montre, comment on appelle, puisque c'est inspiré d'une histoire vraie de ce gars qui s'appelait Oscar Grant, qui essayait un peu de réhabiliter un peu sa vie après une vie de délinquance et qui commençait à entretenir une relation très forte avec sa fille, euh, outre la bavure policière qu'il a subie, qui est horrible. Ce qui est le plus marquant avec ça, c'est surtout que la scène de fin, ça finissait avec la fille qui ne va pas connaître son père qui grandit. Et c'est ça qu'on développait le plus dans le truc, parce qu'on voyait qu'avant tout, c'est un père de famille qui aimait sa fille. Il y avait toujours cette relation-là. Dans Creed, quand on regarde Creed, par exemple, Creed, le personnage de Adonis entre dans la boxe parce que il essaie de comprendre un peu la filiation du père qu'il n'a pas connu, qui est le père Apollo. Il y a cette scène symbolique là où il se met à la position de Rocky et il regarde le film et il essaye un peu de mimer un peu Rocky, comment il le bat, parce qu'il a un peu un rapport conflictuel avec ce père qu'il admire par rapport à ce qu'il a accompli, mais qu'il n'a pas connu parce que quelque part il a un peu abandonné et tout. Et tout le rapport du film revient là. Et pour ça, quand tu connais même encore l'histoire personnelle même de pourquoi Ryan Coogler a fait Creed, ça c'est encore plus émotif parce que c'est lui et son père avait un amour fondamental pour la saga Rocky. Et quand son père avait le cancer et qu'il était sur son lit cancer, il regardait les films Rocky avec son père et il s'est dit à un moment donné, est-ce que je peux pas faire la suite d'un film comme ça? Et tout, et dans le film est vraiment un hommage à son père, et quand je vois même la scène de fin, ou même la partie là où Rocky a eu du cancer, lui à son père qui avait le cancer, c'est même donné la scène de fin là où il discute avec son père one step at a time, là, cette belle scène là, et autres, et tout, j'ai l'impression que c'est Ryan Coogler qui parle à son père qui avait encore le cancer à l'époque là, donc je trouve que quand tu comprends encore le contexte de comment le film a été fait, ça rend encore plus émotif. C'est une très belle suite de Rocky, hein. Je pense même que c'est le meilleur rôle de Michael B. Jordan au cinéma. Et après ça, il y a eu le film que tout le monde s'est masturbé là, Black Panther. Black Panther pour moi, ce n'est pas Black Panther pour moi, ce n'est pas un film qui parle de l'évolution de l'Afrique, d'une Afrique imaginaire ou je sais pas quoi là. Ça n'a jamais été un film sur ça. Black Panther, ce qui était important dans Black Panther, c'est un film sur l'héritage des pères. Ça n'a jamais été un film sur l'Afrique ou le truc, l'héritage des pères. C'était un film sur l'héritage des pères et toujours avec l'affiliation paternelle et les conséquences terribles que ça a. Par exemple, quand on voit les deux personnages principaux que sont T'Challa et Killmonger, eux, ils héritent un peu de l'héritage de leur père. C'est pour ça que le premier plan du film, ça commence avec la confrontation des deux pères, T'Challa et son frère. Le père de T'Challa qui tue le père de Killmonger, comment ça va affecter Killmonger après. Et T'Challa aussi qui voit, parce que T'Challa, quand on regarde le personnage joué par Chadwick Boseman, pourquoi il veut être Black Panther? Il ne fait pas Black Panther parce qu'il aime le Wakanda. Il fait le Black Panther parce qu'il a une vision très imagée et très idéalisée de son père. Il pense que son père est l'homme le plus vaillant qu'il le truc et il veut suivre ses traces à la lettre. Après, il se rend compte aussi que son père n'est qu'un être humain, qu'il fait des erreurs comme tout le monde et il y a cette grave erreur au toto. Killmonger, sa haine, son truc, c'est par rapport au fait qu'on l'a enlevé son père, jeune. Donc il est un peu en cette revanche là. Non seulement revanche dans la société, mais revanche aussi sur le Wakanda par rapport au fait qu'on lui a enlevé son père. Donc c'est pour ça que la scène comment on appelle ça, la plus importante un peu dans Black Panther, c'est la scène où les deux là vont revoir leur père.
respectivement et tout, parce que c'est ça qui a l'impact et c'est beaucoup plus ça qui est au centre du film que tous les discours un peu sur le rapport un peu conflictuel un peu entre l'Africain et l'Afro-Américain, ce genre de truc. J'ai compris un peu, par exemple, T'Challa, c'est l'Africain, le rapport Afro-Américain. C'est vrai que quand pour ceux qui vivent aux États-Unis et tout, etc., il y a les communautés africaines et les communautés afro-américaines. C'est pas forcément l'amour fou, comme vous voyez même souvent, même les discussions sur les cercles comment on appelle un peu, je dis les cercles de dissidence un peu afro-américaine, il y a toujours ce rapport très conflictuel entre le noir américain et l'africain. Ça ne s'entend pas. Je connais même beaucoup de gens, par exemple, qui sont aux États-Unis, ils traînent pas avec les Américains parce que chacun vit de ses clichés. On dit à l'Africain, le noir américain voit l'Africain comme un villageois et l'Africain voit l'Afro-américain comme une sorte de gangster, bandit qui ne font un truc, dans ce qui a un peu ces images erronées. Et dans T'Challa et Killmonger, il y a un peu ce discours-là que tu pouvais voir, en tout cas dans mon interprétation. Donc le film est beaucoup plus important là-dedans. C'était ça, surtout Black Panther, que tous vos trucs là, Africa, je sais pas quoi là, et autres et tout, parce que à la fin, ce n'est qu'une adaptation d'un comics des années 70 de Stan Lee, écrit par deux juifs, dessiné par Jack Kirby et écrit par Stan Lee, donc des juifs quoi. Donc c'est un peu comme ça que moi je voyais le truc. Mais globalement, c'est un peu comme ça que je vois la filmographie de Ryan Coogler, une filmographie incroyable, hein. Très incroyable, pas beaucoup de films. Bon, Black Panther 2, je le compte pas parce que ça s'est fait un peu de manière un peu comment effilochée comme ça. On s'est dit ok, je vais faire ça, 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 ça parce que l'autre est mort. C'était pas peut-être la vision qu'il avait pour faire le film, donc je le mets un peu de côté, un peu dans sa filmographie. Mais globalement, la plupart des films qu'il a fait sont des films royalement bien écrits. Sont des films qui, pour moi, disposent d'une filmographie truc. Il est beaucoup vraiment dans un rapport personnel qu'un discours social. C'est très intimiste son cinéma, très vraiment un cinéma d'auteur, beaucoup plus qu'un cinéma social, un peu comme Spike Lee ou John Singleton, sans vouloir dire que Spike Lee et John Singleton ne font pas de cinéma d'auteur aussi, parce que ça ne veut rien dire aussi souvent cette phrase-là. Mais globalement, c'est un film qui, c'est un film, c'est un réalisateur qui moi me marque et autres et tout, et je suis très curieux de voir un peu la nouvelle direction de sa carrière avec ce film-là, Sinners, qui Sinners qui l'entre un peu dans l'horreur. Parenthèse un peu, on joue un peu une parenthèse, c'est quand même très 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 beau de voir que ce genre maintenant, ce genre de film maintenant, beaucoup d'Afro-Américains le fassent. Parce qu'il y a une certaine époque, les Afro-Américains ne faisaient pas du tout ça. Et c'est grâce à Jordan Peele avec Get Out, Us et la plupart des films qu'il a sortis qu'il a ouvert une voie un peu aux Afro-Américains d'explorer un peu le genre horreur qui était réservé généralement juste aux caucasiens et qui a redéfini un peu les codes qu'on peut amener dans l'horreur avec les personnages afro-américains qu'on ne met pas juste comme des gars qui sont là, qui meurent à la fin, qui meurent au début. Il a redéfini des codes un peu de l'horreur. Je dois vous avouer que le genre horreur, je ne maîtrise pas trop. C'est plus mon compère Aina et mes compères Aina et Maurice qui sont des cas calés là-dessus. Le genre horreur, ça, je ne maîtrise pas vraiment. C'est eux qui m'expliquent un peu souvent ce que c'est. Et de ce que j'ai pu comprendre, il disait Get Out révolutionne beaucoup les codes de l'horreur en tant qu'il faisait du social horror. C'est quelque chose, il avait créé un genre un peu qu'il n'y avait pas eu. Et on voit maintenant beaucoup Jordan Peele, je vois même un peu, même dans Atlanta, il y a eu quelques épisodes qui rappelaient un peu le genre horreur. Je vais penser aussi à, comment ça s'appelle encore le film là? Comment s'appelle le film là encore? Bon, je vais dire un peu. Le gars de The Couple là, Boots Riley, Sorry to Bother You, qui avait des éléments aussi d'horreur aussi, qui étaient très intéressants. Et maintenant, comment il s'appelle comment il s'appelle Ryan Coogler qui va faire Sinners, qui a l'air un peu d'être un body horror un peu, body horror social un peu, qui peut être intéressant aussi. Et moi, je suis curieux de voir un peu ce film-là. En tout cas, j'essaierai de faire une review quand il va sortir
essayer de comprendre un peu de quoi parlait le film et tout. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça peut être quelque chose de très intéressant. C'est un film que j'attends avec impatience. Voilà, c'était un peu ma vidéo un peu très résumée un peu sur Ryan Coogler. Je l'avais fait il y a de cela au début de la page. J'ai décidé de le refaire et de synthétiser un peu parce que maintenant j'ai décidé de synthétiser un peu certaines fois les sujets, de pas aller là long, à large et tout, mais de synthétiser pour que ça donne envie aux gens d'aller les regarder. Je pense que j'ai ce don-là. Quand on m'écoute, quand je parle de quelque chose, les gens ont envie d'écouter. Je sais être passionnant quand je parle des choses qui me parlent. Et ça donne envie souvent aux autres d'écouter parce que souvent quand je parle, les gars disent, ah, ben, j'ai écouté le truc, je vois souvent ça et je suis content que je sois un gars qui ait de l'impact aux gens. Donc, voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.